Alors bonjour Mickaël. Bonjour Daniel. Et voilà, écoute, c'est quand même très sympa de la part de Radio Piquant de nous inviter à vouloir parler un petit peu des sujets d'actualité, des sujets du social, de l'éducation, de la culture. Je trouve ça vraiment très 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 chouette, quoi, très bien. Donc une fois par mois, la radio nous permet de nous exprimer sur ce sujet en créole, en français, en anglais, enfin toutes les langues qu'on veut finalement. C'est pas plus mal. Je trouve aussi intéressant d'aborder des sujets que nous connaissons aussi, puisque toi et moi nous avons travaillé ensemble depuis très longtemps dans l'éducation, dans le social et dans la citoyenneté. Nous sommes des militants très engagés, nous sommes des citoyens très engagés aussi, il faut le dire. Donc je trouve intéressant d'apporter peut-être un petit peu, pas notre expertise, ni nos grandes connaissances, mais au moins de pouvoir partager avec les auditeurs de Radio Piquant ce que nous pensons sur certains sujets importants. Alors on sait très bien aussi que penser des sujets ou faire penser aux autres des sujets ou faire réfléchir avec les autres, ça peut être aussi quelque chose qui peut développer, pas dire la conscience sociale, mais au moins donner des éclairages, d'accord ? Alors, plusieurs thématiques ont été choisies par nous, et l'émission, on l'a appelée Causement ensemble, c'est pas mal, toi et moi, je trouve que c'est pas mal, on viendra régulièrement le faire. Et pour cette première émission, nous avons choisi, toi et moi ensemble, nous avons choisi le sujet de la fin de vie. Tu es d'accord avec ce sujet? Oui. Mais avant peut-être de parler du sujet, peut-être qu'on peut se présenter en juste quelques mots. Tu peux dire un petit peu ton parcours professionnel qui a été quand même très riche. Moi aussi d'ailleurs, j'en parlerai un petit coup et puis on attaquera le sujet. Alors, c'est vrai que tu as été dans l'éducation, Mickaël. Oui, exactement. D'abord, bonjour Danone et bonjour à tous les auditeurs Radio Piquant. Et en fait, là, nous renouons avec une tradition des sobas de cause, des rencontres pour discuter et sur des thématiques tout à fait différentes pour nous. Parce qu'effectivement, comme Danone, on a un parcours de militants associatifs très engagés, surtout dans le domaine scolaire et éducatif. Donc, c'est effectivement un patrimoine que les modestes, mais que m'y souhaitent partager avec les uns les autres. Et nous avons eu l'occasion, nous, ce qui fait que c'est pour cette raison, nous, là, d'échanger un certain nombre d'idées sur tous les sujets. Et mais je pense qu'il est important aussi de dire que ce que nous va dire ici, il engage que nous, il n'engage pas aucune autre association que simplement notre vision du monde, notre vision des questions les plus importantes dans la vie des gens. Oui. Après, m'y pense aussi que de toute façon, on n'a point de tabou sur aucun sujet. Et d'où, exactement. D'où effectivement cette liberté de parole que nous pouvons avoir sur tous les sujets, parce qu'après tout, les citoyens engagés, ils ont la vocation à discuter, à échanger sur l'ensemble des questions. Et puis Mickaël, c'est vrai, après tant d'années toi aussi, de travail sur le terrain, moi aussi, après tant d'années, on est arrivé à un certain âge où on a envie de partager aussi, nos pensées, peut-être nos opinions, et peut-être aussi notre réflexion sur ces sujets. C'est aussi un partage d'expérience, parce que aussi bien Danone que moi, tout au long de notre parcours professionnel, nous l'avons fait en sorte d'inscrire l'ensemble de nos idées dans une logique de projet. Oui, tout à fait, parce que moi, j'étais quand même formatrice consultante pendant des années. Bon, maintenant, effectivement, je suis à la retraite aussi, ce qui nous permet d'avoir du temps un peu plus aussi pour les autres et faire ce qu'on veut faire là, au niveau médiatique. Donc, moi aussi, j'étais formatrice consultante en sciences humaines, sciences sociales. Je suis aussi
de formation éducatrice spécialisée, je suis anthropologue, donc j'ai mené quand même pas mal de projets aussi sur le terrain. Toi aussi d'ailleurs, tu as fait pas mal de projets. Et c'est vrai qu'on a toujours eu envie d'aller plus loin dans nos idées, on a toujours eu envie de partager avec la population ce qu'on pourrait faire de mieux peut-être sur le terrain pour la population. Donc là, c'est l'occasion ou jamais, je pense, hein, Michael. Exactement. On l'a dit le bon mot, c'est le partage. Effectivement, moi personnellement, à fin arrive un statut de Zarboutan, donc on en a tout un ensemble d'expériences que on a menées tout au long de ma carrière professionnelle. Et ben, il est peut-être temps aussi de mettre un peu le jeu là-dessus, montrer ce que nous a pu faire, oui, et donner une perspective nouvelle avec des problématiques d'actualité. Tout à fait. Dans Causement Ensemble, nous va évoquer surtout des questions que les présente dans l'actualité de toutes les Réunionnaises et Réunionnais. Alors justement, un des sujets importants, me semble-t-il, puisque avec en mai le 28 mai 2025, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée, mais qui n'est pas encore promulguée, puisque ça doit aller au Sénat. Tu le sais bien, c'est sur la fin de vie. Alors la fin de vie nous concerne aussi nous, parce que toi et moi, on avance aussi en âge. On est considérés comme des seniors maintenant. Exactement. Pas vieux grand monde, mais quand même seniors. Et Danone, vous avez raison, parce que effectivement, nous en a un certain âge, et comme on l'a dit, nous les désarboutants, et il est vrai que à l'âge qu'on en a, mais réalise que par rapport à la question de la fin de vie, moi personnellement, j'estime que moi, n'est pas pareil, que on n'a pas encore tous les éléments d'information qui permet effectivement d'avoir une position sereine sur ce débat que les éminemment existentiel. Alors, on connaît ce sujet-là, c'est un sujet qui a été abordé quand même depuis quelques années, depuis plusieurs années, hein, sur la fin de vie. Ça fait, même on va dire qu'il y a une première loi qui était sortie sur la fin de vie en 2005. La loi Leonetti. Oui. La loi a été renforcée en 2016 aussi, enfin avec Leonetti. Et donc la loi en 2024 qui essaye d'aller en avant sur cette démarche de la fin de vie. Finalement, c'est quoi la fin de vie? La fin de vie, si on prend la définition un peu de la fin de vie, c'est on est arrivé au terme un peu de son existence et qu'à un moment donné, on a peut-être plus envie de souffrir avant de mourir. C'est ça la fin de vie. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, ou la santé publique, on va dire que la fin de vie, on est proche de la mort, et on sait à peu près qu'on est à une année de la mort. Enfin, une année, dans l'année, on va mourir, on ne sait pas combien de temps, mais dans l'année. C'est ça la fin de vie. Mais il faut faire une différence, parce que je m'occupe aussi, moi, de l'association Prévention Suicide. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, parce que quelqu'un peut dire, j'ai envie de mourir, alors que j'ai 15 ans. Donc c'est pas la fin de vie. La fin de vie, c'est bien que, à un moment donné, on est en situation de maladie incurable, une situation de plus possible de vivre, parce que plus vieillesse, plus la maladie, plus tout ça, et que là, on n'a pas envie de souffrir pour faire cette dernière étape. C'est celle-là, la fin de vie. T'es d'accord avec moi? Exactement. Et la question de la fin de vie, il soulève aussi des problèmes purement, d'accompagnement, hein. Et l'accompagnement, il fait penser à moi tout de suite, déjà globalement, quand nous constate que ce débat sur la fin de vie en France, il soulève encore pas mal de polémiques, hein. Nous l'avons vu récemment que tous les représentants des grands courants religieux que les présents sur le territoire français l'a fait clairement savoir, d'une certaine manière, votre opposition à ce que nous peut appeler une euthanasie, hein. Une aide à mourir. C'est une aide à mourir. Bon, le mot effectivement euthanasie veut dire aider à mourir. Mais là, c'est le mot un peu que les repris par de Moon, que les pas très qui estiment que c'est quelque chose un petit peu de contraire à l'éthique, à la morale et aussi éventuellement à la religion. Bon, si tu veux, en même temps, c'est une aide à mourir, mais en même temps, c'est une ouverture à la liberté d'un choix. Exactement. D'un choix. Exactement. Le problème fondamental, et c'est qui va un petit peu au-delà des questions, si on veut, sociétales, c'est de savoir si un individu, quel qu'il soit, que effectivement les confronter à une maladie qui cause à lui énormément de souffrance, lui en a tout simplement le droit de mourir dans la dignité et sans souffrance. C'est ça la question de fond. C'est-à-dire que c'est un homme, une femme, confronté à cette situation, qui peut être des situations de douleur extrême, où vraiment la personne n'y voit plus le bout,
et avec les souffrances. Donc là, Nana, un premier problème que l'est posé, c'est la question de l'accompagnement. Ça, c'est un petit peu la première étape. C'est ce que, effectivement, le but de la loi sur les soins palliatifs, il met déjà en évidence que, malheureusement, en France, dans ce domaine-là, nous les très en retard. Simplement sur la question des soins palliatifs, mais regardez des chiffres qui datent de 2021, où on a encore 20 départements en France et dans les Outre-mer qui ne disposent pas d'un établissement dédié de soins palliatifs. Le plus souvent, pour ces départements-là, c'est des équipes mobiles qui, effectivement, déplacent. Donc, il pose déjà un problème. Alors, effectivement, il faut expliquer que soins palliatifs, ça veut dire que c'est un traitement qu'on va nous donner, qu'on va nous promulguer parce qu'on est en souffrance. Mais on ne va pas, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas nous donner un traitement pour nous faire mourir de suite. Ça n'existait pas. C'est pour ça que cette loi dont on parle là sur la fin de vie, c'est de dire, est-ce que à un moment donné, quelqu'un peut donner un produit létal, un produit qui fait mourir, au patient ou à la personne qui est en grande souffrance. C'est ça la question. Et je trouve quand même intéressant que finalement tout le monde a voté cette loi. Moi, je trouve ça vraiment quand même positif. Tout le monde a voté la loi. Il faut maintenant que la loi soit vraiment entièrement promulguée. Mais moi, je trouve aussi que on arrive au monde. L'accouchement est quand même dur, mais c'est peut-être une joie quand même de mettre quelqu'un en vie, de donner naissance. Je trouve que la mort fait aussi partie de la vie et qu'on ne peut pas l'occulter de cette manière-là, quoi, et qu'il faut accompagner la personne jusqu'au bout. Moi, j'ai eu l'occasion, en tout cas dans ma vie personnelle, d'accompagner aussi une sœur d'ailleurs qui a eu le cancer et qui est morte d'ailleurs il y a pas trop longtemps. Et j'ai vu ce que c'était que de ne pas d'un moment donné d'être acculée, de se sentir coincée parce que elle souffre et il y a rien pour l'aider pour mourir, quoi. Donc je trouve que cette loi vient aider pour permettre à abréger la souffrance. Et on sait que maintenant c'est possible, hein. Tu peux donner, en tout cas, comme on a dit, même les directives anticipées, tu peux donner au médecin ce que tu veux, tu peux lui dire ce que tu veux, tu peux l'écrire sur un papier, tu peux faire un dossier, tu peux le signaler en tout cas et informer le médecin, pour que ton médecin généraliste ou ton médecin qui est responsable de toi, pour te dire, vous pouvez faire telle chose envers moi, si jamais je me sens effectivement très mal. Alors, moi je trouve aussi intéressant que les proches sont concernés par ça, la famille est concernée par ça, et que ces directives anticipées, elles aident encore plus, c'est vrai, pour légaliser un peu tout ça, mais que notre société soit moins hypocrite, quoi, que notre société donne cette possibilité de mourir un peu en paix, en sérénité. Oui. Mais on a tout à fait raison de dire effectivement que c'est une étape importante que l'on est en train de se passer actuellement. Ceci dit, quand nous voit la convention citoyenne que l'avait été organisée sur cette thématique-là, où l'avait largement ouvert les possibilités, effectivement, pour la fin de vie. Déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, la loi elle-même, c'est une étape, si on veut, importante, mais il résout le problème des gens que Nana a la pleine conscience et qu'elle est en mesure d'exprimer, soit verbalement, soit par des signes, que Zot, veut absolument, effectivement, être accompagné, vu la situation de souffrance ou de détresse extrême dans laquelle Zot retrouve à Zot, mais il ne résout pas le problème des nombreuses personnes qui peut être, par exemple, en coma dépassé. Nous l'avons vu des cas de personnes que pendant 7, 8, 10, 15 ans et même 20 ans. Le cas de Vincent Humbert, d'ailleurs, exactement, qui avait duré des années. L'incapacité, et là, à nouveau, et d'ailleurs, quand on avait un peu de télé sur cette question-là, effectivement, un certain nombre de parents qui sont confrontés à cette réalité-là, Zoti Diaou, il n'a pas résolu le problème à Zot, de papa et de maman, que l'on a un enfant, que l'on est dans une situation que l'est, bien entendu, très lourde à porter. Et justement, à partir de ça, mais rebondit aussi sur la question, on l'a souligné qu'en matière d'établissement de soins palliatifs, nous l'est encore loin derrière.
Et compte tenu de la situation budgétaire actuellement de la France, il n'est pas évident que nous va voir dans l'ensemble des départements des équipements dignes de ce nom pour accompagner les personnes en fin de vie. Et il y en a aussi un deuxième problème que il souhaiterait aussi évoquer, c'est justement, vous l'avez parlé, de l'accompagnement d'un proche. Là aussi, une difficulté pour nous. Et moi, j'ai été confronté à cette situation-là, peut-être pas pour un proche, qu'il est en situation de détresse totale. Et me rend moins compte que même nous, quand nous sommes dans ces situations-là, on a quand même l'affect, les émotions, l'amour que nous en avons pour nos proches qui prend le dessus et que nous n'avons point des comportements que l'on peut qualifier de rationnels et que tout peut même faire des erreurs de communication. Mais parce que aussi, si vous voulez, c'est que nous, on n'est pas formés à accompagner des gens dans cette situation. Personne. On le fait intuitivement. On le fait comme on le ressent. Mais effectivement, on peut faire des erreurs parce que c'est fait juste comme ça. Oui. Comme des humains, d'où la nécessité, non seulement, les unités de soins palliatifs y accompagnent la personne en souffrance extrême, mais les aidants que nous avons un rôle à jouer, parce que quand même, le cocon familial, pour moi, l'entourage proche, les amis, c'est aussi une partie importante pour cet accompagnement de la personne que les soins palliatifs. Et là aussi, je pense que nous avons besoin d'aide, nous aussi. Absolument. Parce que c'est des situations très difficiles à supporter parfois sur le plan émotif, parce qu'il s'agit de quelqu'un que nous aimons. Il peut être un papa, une maman, un frère, une sœur. Oui. Et si nous-mêmes, nous ne l'avons pas préparé, le choc, ce que nous va ressentir, nous va accumuler aussi quelque part une souffrance. Oui, et puis... Donc, nous avons besoin m'y mettre entre guillemets, d'un accompagnement pour les aidants, de manière à pas non plus commettre des erreurs dans ce que nous dit, parce que avec toute la meilleure volonté du monde, il peut arriver que nous va dire une chose qu'en fait n'est pas très bien dans le contexte où la personne il est, ou alors aller sur un discours mais oui, inquiète pas, on va en sortir, etc., etc. Est-ce que c'est la bonne chose? Et ça, c'est une question qui préoccupe moi beaucoup, parce que me rend moins compte que quand nous les confrontons au réel de la souffrance, en fait, c'est pas une situation qui arrive à nous tous les jours. Parfois, nous l'est un petit peu embêtés quand même. Oui, absolument, puisque la souffrance, elle est vécue de manière différente selon la personne. Elle n'est pas vécue pareil. Et comme on l'a si bien dit, c'est que c'est toujours un proche. Et c'est toujours donc très délicat, c'est très difficile, tout le lien qu'on a tissé avec cette personne. Et puis cette notion de fin de vie, c'est que ça nous ramène, ça nous fait penser à la séparation. Ça nous fait penser à une perte. On va perdre quelqu'un. Oui. Ça nous fait penser à comment va se passer cette perte, ce deuil. Qu'est-ce qui va se passer en nous? Donc, il n'est pas facile, à nous-mêmes d'ailleurs, de pouvoir déjà penser à cela, de pouvoir vivre cela et de pouvoir se dire, mais quelle sera aussi ma vie après ça? Imagine que c'est ça. Imagine que c'est une maman. Imagine que c'est un mari. Imagine que c'est une sœur. Imagine que c'est un frère. Imagine que c'est un ami. Moi, j'ai vécu ces derniers temps plusieurs amis même qui sont mortes de cancer, qui étaient en fin de vie, avec qui on a eu beaucoup de discussions. Et même, je veux dire, moi qui quand même œuvre dans l'association de prévention suicide, je rencontre beaucoup de gens aussi qui sont dans cette étape-là de vie, parfois en fin de vie, avec la maladie. Ce qui est derrière ça, c'est comment moi je vais être après le départ de cette personne-là. Comment moi je vais être pour vivre cette séparation. Comment moi je vais être pour vivre ce deuil. Comment moi je vais pouvoir tenir. Est-ce que je vais pouvoir continuer à exister. Comment je vais faire? Parce que finalement, c'est vrai. Nous sommes des êtres émotionnels. Nous avons, c'est ça, la vie, les émotions, ce qu'on ressent. Donc tout ça pose problème. Moi, je suis d'accord avec vous que c'est un moment très difficile, cette dernière étape de la vie. Et puis, comme vous l'avez dit vous-même, il renvoie à nous, à notre propre finitude, à nos angoisses éventuelles que nous peut avoir
par rapport à une fin, parce que c'est-à-dire personne n'est pas à l'abri, effectivement, aujourd'hui, dans la société, enfin dans le contexte où nous vivons, de retrouver lui dans cette situation-là. Et effectivement, la question de l'émotion, je pense que les fondamentales, surtout pour quelqu'un dans ses derniers instants de vie, peut-être, et il faut que nous ayons vraiment les mots appropriés. Et moi, elle est un petit peu hanté par cette question-là, parce que je me dis, se manquer nous dit une affaire qu'il ne faut pas dire, se manquer nous dit trop, nous dit pas assez. Donc, on a quand même la nécessité à la fois de faire en sorte, là c'est les soins palliatifs, ce n'est pas tout à fait de notre compétence, parce que c'est un travail quand même que l'est à la fois médical, aussi psychologique. On a la question de l'accompagnement des aidants, quel qu'il soit, mais je pense que ça est absolument indispensable, de manière à ce que effectivement nous préserve notre équilibre personnel, parce que et notre libre arbitre, et que nous peut réellement aider et accompagner effectivement la personne qui est en détresse. Et maintenant, on en a le troisième point que nous pourrions évoquer, c'est la question de l'aide à mourir. Tout à fait. Là, c'est vraiment, c'est tout à fait notre domaine, c'est cette décision, de quelle manière il doit être prise. Est-ce que c'est une décision, on l'a évoqué, dans la loi, l'hypothèse d'un collège médical avec l'infirmier, un médecin, peut-être un proche et le malade lui-même. Bon. Donc, Michael, je crois que nous avons abordé quand même ce sujet de fin de vie. C'est un début de réflexion sur le sujet. Je pense qu'on peut continuer cette réflexion-là sur une autre émission, si tu es d'accord. Parce avec que plaisir. je trouve que là, on arrive à la fin de notre émission Cause ensemble. Donc, on remettra ça une autre fois. Merci Michael, à toi. Nous allons remettre ça. Merci à vous, Dana. À la prochaine. Allez, au revoir.